Ah oui, on part au Brésil ce matin avec un premier tour dimanche de l'élection présidentielle beaucoup plus serré que prévu. Contrairement à ce que laissaient entendre les sondages, l'ancien président Lula n'a pas dépassé dès le premier tour la barre des 50% et ne distance l'actuel président Jair Bolsonaro que de 5 points, 48,4% des suffrages contre 43,3%. Depuis dimanche soir et suite à ces résultats, la presse internationale parle d'un Brésil déboussolé dans cette nouvelle et longue campagne électorale qui commence, puisqu'elle se terminera cette campagne dans un peu moins de 4 semaines à la fin du mois d'octobre. Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone avec Hervé Théry. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Hervé Théry. Vous êtes donc géographe et professeur à l'université de Sao Paulo. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de vous demander pour commencer. Depuis hier, on entend un grand nombre d'explications sur l'écart quand même très important entre les sondages qu'il y avait et la réalité des urnes. On va peut-être pas commencer tout de suite en rentrant dans la technicité du travail des sondeurs brésiliens, mais qu'est-ce que ça traduit finalement, cette sous-estimation du poids du bolsonarisme, Hervé Théry, dans une campagne où on l'a bien vu, la guerre de l'information est aussi importante, voire plus que le débat d'idées. Oui, effectivement, c'est une demi-surprise, puisqu'en fait, ce qui était prévu pour Lula s'est réalisé à peu de choses près. 48,5 au premier tour, c'est plutôt bien, et c'est à peu près ce qu'avait prévu, c'est bien pour lui, et c'est à peu près ce qu'avaient prévu les sondages. La surprise, c'est la sous-estimation massive du poids de Bolsonaro. Si on en croyait ses partisans, il allait gagner au premier tour directement. Donc il y avait aussi des bobards qui circulaient dans l'autre sens. Et donc les gens autour de Lula, les partisans de Lula, mes collègues, tous les gens à qui je peux en parler, sont catastrophés parce qu'ils s'étaient mis en tête qu'ils allaient gagner au premier tour. Et donc ils sont très déçus. Mais quand même, comme je l'ai fait remarquer plusieurs fois, pour quelqu'un qui revient en politique, qui revient au premier tour 48,5, c'est pas si mal. Il y a pas mal de gens, de chefs d'État dans le monde qui auraient aimé ça. Donc l'électrochoc, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas 15 points d'écart et une réélection tranquille comme on pouvait le penser, mais quelque chose d'un petit peu plus juste. Et qui est, si on fait un calcul arithmétique simple, il manque 1,5%, et les deux candidats qui viennent derrière, qui sont loin derrière, qui ont 4 et 3, sont tous les deux plutôt de son côté. Donc il y a potentiellement une bonne partie de 7 points à récupérer. Si ça reproduit à peu près comme cette fois-ci, c'est jouable. Alors, d'un autre côté, les bolsonaristes se disent si on arrive à récupérer les 7 et à faire un mouvement d'enthousiasme, etc., ça peut passer. C'est possible, mais c'est quand même à peu près ce qui était prévu, même s'il y a eu cet écart sur le challenger. Oui, donc finalement, et c'est ce que vous venez de nous rappeler, le score de Lula correspond à peu près au score qui était prévu et qui était annoncé dans les sondages. Par contre, et c'est ce que vous avez dit, le score de Bolsonaro est largement supérieur à celui qui était annoncé. Comment est-ce que vous l'expliquez finalement? À la fois, comment peut-on avoir sous-estimé à ce point le poids politique réel au Brésil de Jair Bolsonaro? Comment on peut l'avoir sous-estimé? Et surtout, comment est-ce qu'il a réussi à dépasser ce qu'on lui prévoyait, Hervé Théry? Alors, il y a deux hypothèses. Il y en a une qu'on a connue en métropole il n'y a pas si longtemps, c'est que les gens ont un peu honte de dire qu'ils vont voter pour, à l'époque, ici, Le Pen et là, Bolsonaro, donc ils minimisent ça. C'est une première hypothèse. Une deuxième, c'est qu'il y a eu du vote utile, c'est-à-dire des gens qui auraient volontiers voté pour d'autres candidats. Il y en avait une tripotée, il y en avait 11, ont finalement voté utile. Des gens, c'était plutôt des candidats de droite. Donc, ils se sont portés massivement sur Bolsonaro, sur le thème qu'il l'avait fait élire il y a 4 ans, c'est tout plutôt que Lula. Et donc, il y a déjà eu un fort ralliement, qui veut dire aussi qu'il n'a pas de réserve, puisque tous les petits candidats sont à moins de 1%. Et les deux dont j'ai déjà parlé ne sont pas tellement de son côté. Donc il est un peu à son plafond, là. Est-ce qu'encore une fois, Hervé Théry, après les États-Unis et la victoire de Trump ou encore le Brexit, les analystes, à la fois au Brésil comme à l'international, ont mis aussi de côté une part importante du peuple brésilien? Oui, tout à fait. C'est se rappeler que dans beaucoup de pays, on a dit oui, Trump, c'est une parenthèse, ça va disparaître. On avait dit Le Pen, c'est une parenthèse, ça va disparaître. On l'a dit d'Orban. Eh ben non, en fait, dans beaucoup de ces pays, il y a effectivement 25-30% des gens qui sont malheureux, pas contents de la situation, prêts
prêts à voter pour des candidats objectivement assez aberrants en disant peut-être qu'avec eux ça ira mieux, c'est les seuls qu'on n'a pas essayé. Donc c'est des gens qui sont pas contents de l'évolution, qui regrettent une grandeur passée ou qui sont tristes de voir leur métier disparaître. Enfin, il y a une sorte de vote protestataire un peu désespéré, mais qui est le terreau de beaucoup de choses assez dangereuses. Oui. Et ça dit quoi finalement du débat public que les médias, ou en tout cas une grande part de médias et d'analystes, d'experts, on va dire, de la politique brésilienne, n'arrivent pas à prévoir et à entendre finalement que oui, Jair Bolsonaro, il a beaucoup de partisans au Brésil, encore en 2022, après 4 ans d'années au pouvoir qui ont été jugés par beaucoup de personnes comme étant catastrophiques. C'est pas un mystère, c'est des choses qu'il faut explorer. Enfin, des gens disent des choses totalement aberrantes, mais sur un ton et avec une façon de s'exprimer telle que des gens se disent, bah oui, c'est un d'entre nous, lui aussi, il est un peu proche de nos idées, les choses que je pensais tout bas et que j'osais pas dire, tout haut, il est dit, donc je suis avec lui. Et il y a des leaders de ce sens-là, de ce genre-là, dans plusieurs pays du monde. Et sur la question des sondages maintenant, on a entendu certains politologues mettre en avant la question, certains politologues brésiliens, je le précise, mettre en avant la question du recensement, les problèmes de recensement dus à la pandémie et qui auraient pu avoir une incidence sur les sondages. Vous en pensez quoi de ce point-là ? C'est possible parce qu'en fait, c'est pas tellement la pandémie, c'est pour le coup, c'est directement Bolsonaro puisqu'il a coupé les crédits de l'Institut géographie et statistique. Le recensement aurait dû être fait en 2020. Il n'a pas eu lieu. Il est en cours actuellement. Et donc, depuis 5 ou 6 recensements que j'étudie au Brésil, à chaque fois, il y a des surprises parce que c'est un pays encore en plein mouvement. Et donc, on fait des estimations. Et quand on va vraiment compter les gens, on s'aperçoit qu'il y a des surprises. Il se peut qu'il y ait plusieurs centaines de milliers, peut-être même millions de différences entre la population qu'on pense avoir au Brésil et d'autres. Et endroit par endroit, c'est encore plus différent. Alors depuis hier matin, les regards sont braqués en quelque sorte sur les autres électeurs, j'ai envie de dire, ceux qui n'ont pas voté ni pour Lula ni pour Bolsonaro. Plutôt que de vous demander, Hervé Terry, de prédire en quelque sorte comment le report des voix pourrait se passer, j'aimerais plutôt qu'on s'attarde sur la carte, la géographie électorale du Brésil. Quels sont les États, quelles sont les villes qui vont peser dans la balance pour le deuxième tour ? Voilà, vous demandez à un géographe de faire de la géographie, ça va. En quelques minutes. Oui, en fait, il n'y a pas 2 Brésils, il y en a 3. Il y a le Brésil du sud, sud-est, surtout le sud qui est très bolsonariste, le sud-est un peu moins. Il y a le nord-est et une partie de l'Amazonie plutôt occidentale qui est très Lula, c'est les régions très pauvres qui sont très attachées à l'aide publique qu'il a mise en place. Et puis il y en a une troisième entre les deux, c'est des fronts pionniers qui avancent vers l'Amazonie, où là, il y a des gens qui sont très bolsonaristes parce que moins d'État, l'autorisation de défricher, port d'armes, religion évangélique, c'est très bon pour eux. Il y a des endroits où il fait 70%. Et donc, il y a vraiment des bastions, mais c'est au cœur que ça va jouer. Au centre de l'échiquier politique, mais aussi au centre du pays. L'enjeu, c'est les gros États. C'est comme les 27 millions d'électeurs de São Paulo sur 40 millions. Le Minas, Rio, c'est là que ça va se faire parce que c'est les indécis de ces régions-là et de cette partie-là de l'échiquier politique qui n'est pas trop décidée. Est-ce qu'ils détestent plus Lula ou est-ce qu'ils détestent plus Bolsonaro ? Ce sont des votes de rejet, ce pas des votes d'adhésion qui vont faire la décision finale. Mais encore une fois, l'arithmétique, pour l'instant, est plutôt, là c'est plus des sondages, c'est un vote qui a eu lieu, serait plutôt en faveur de Lula. Et là, d'après les chiffres dont on dispose sur le premier tour de dimanche, est-ce qu'il y a des différences, des évolutions entre la manière dont a voté le Brésil en 2018 et en 2022 ? Oui, dans les deux sens. Il y avait un tout plus... n'importe qui plutôt que Lula et des gens qui ont voté Bolsonaro qui se sont repentis, c'est clair. Il y a des États, surtout dans le sud, où ça a diminué. C'est pour ça qu'on pensait qu'ayant perdu les classes moyennes et supérieures du Sud, il allait perdre. En fait, non, il en a gardé un certain nombre. Et puis, il y a d'autres endroits, ceux dont je parlais, les fronts pionniers, etc., où finalement, il est très bien pour nous, ce gars-là, on va le garder.
Alors, Hervé Terry, l'autre surprise, on va dire, en tout cas depuis l'étranger, c'est l'abstention. 20% d'abstention, il me semble, alors que le vote est obligatoire. Il dit quoi, ce chiffre, sur la démocratie brésilienne d'un point de vue général et sur l'intérêt, on va dire, que les Brésiliens peuvent avoir sur cette élection et sur la manière dont est faite la politique brésilienne? Alors ça veut dire que l'obligation n'est plus respectée, elle était surtout très forte sous le régime militaire parce qu'il y avait des amendes très élevées, et on ne pouvait pas faire un concours de la fonction publique ou avoir un passeport si on n'avait pas voté, puis progressivement ça s'est effiloché, et donc aujourd'hui l'amende est tellement basse que beaucoup de gens s'en fichent un peu. Il y a même des cas qu'on m'a cités où ça coûtait plus cher le ticket d'autobus pour aller voter que l'amende qu'on risquait. Et donc il y a aussi un peu d'abstention, de misère, de gens qui n'ont pas envie du tout, qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller voter. Il faut rappeler que le pays est très 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 grand et que les déplacements sont souvent compliqués. Et puis il y a un certain désintérêt, des gens sont un peu désabusés, parce qu'il faut bien dire que les deux candidats ont des gens qui les détestent, et il y a des gens qui détestent les deux. Puisque c'est ça, ni l'un ni l'autre. Enfin, plutôt que de se déplacer pour voter blanc ou nul, ils préfèrent carrément ne pas y aller puisqu'ils risquent plus grand-chose maintenant. On a parlé un petit peu de la géographie du vote, on va dire, au Brésil avant-hier, et sur la sociologie maintenant du vote. Hervé Terry, c'est évidemment difficile d'avoir des chiffres là tout de suite sur le scrutin de dimanche, mais on sait bien combien une grande partie de la classe moyenne brésilienne se dit déçue de Lula. Vous en avez dit quelques mots, avec une crainte finalement de se voir déclassé. Sur quel thème va se jouer cette campagne de l'entre-deux tours, d'après ce que vous pouvez percevoir, on va dire? Alors là, les cartes sont un peu rebattues, puisqu'en fait, on s'attendait peut-être qu'il n'y ait pas de second tour, ou en tout cas qu'il se ferait sur d'autres bases. Je crois qu'il y a quand même le côté économie, et là, Bolsonaro essaie de surfer là-dessus, parce que ça va un petit peu mieux. Il y a quand même énormément d'argent public qui a été mis pour aider les pauvres. L'idée, c'est de racheter un peu le vote des pauvres, qui est massivement Lula. Donc je pense qu'il y a le côté économique. Ouais. Et puis, il y a un deuxième thème, le thème de la sécurité, curieusement un peu disparu, mais il y a un thème religieux. Dans les fake news les plus répandus, c'est Lula va fermer les églises, ce qui est évidemment faux, mais les relais dans les milieux évangéliques, c'est-à-dire les protestants pentecôtistes, sont très forts. Il a beaucoup mis en avant la première dame, comme on dit, sa femme, qui elle est évangélique reconnue. Donc curieusement, ça se joue beaucoup là-dessus, sur des bases étranges. On est vraiment sur des fausses nouvelles, des fake news, comme on dit maintenant, et ça joue un rôle assez important. Et d'ailleurs, sur la question des évangéliques, Hervé Terry, est-ce que là encore, les sondages se sont trompés? L'Institut de référence Datafolia nous expliquait il y a encore quelques semaines que le vote était à peu près partagé à 50% à peu près entre Lula et Bolsonaro. Ça s'est avéré, c'est ce qui s'est passé, ou bien les évangéliques ont voté plutôt pour Lula ou plutôt pour Bolsonaro? Là, honnêtement, je ne sais pas. Ouais, trop tôt. Surtout qu'en fait, c'est la seule base pour dire combien il y a d'évangéliques, c'est le recensement. On pense qu'il y en a 1% de plus par an, donc en 2010, ils étaient 17%. On pense qu'ils sont autour de 30%, mais on n'en sait rien en fait. Vous nous avez expliqué qu'il y a au Brésil énormément d'anti-Lula chez les bolsonaristes et énormément d'anti-bolsonaristes chez les pro-Lula. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif, j'ai envie de dire, dans cette campagne, des gens qui vont voter ou pour Bolsonaro ou pour Lula en espérant véritablement que ce soit leur candidat qui remporte l'élection, ou bien c'est surtout une élection négative en quelque sorte? C'est un peu les deux. Alors j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui faisait une déclaration disant que grâce à Bolsonaro, la forêt amazonienne était préservée, que l'économie allait bien et que le Brésil était respecté partout dans le monde. Donc c'est quand même un peu étonnant parce que tout ça est absolument faux. Donc il y a des gens qui ou croient des choses étranges ou arrivent à se persuader d'eux. Donc il y a des partisans fanatiques de part et d'autre. Mais je pense que c'est plutôt un vote négatif. On m'a envoyé ce matin une sorte de florilège de déclarations recueillies sur des sites bolsonaristes. C'est ahurissant. Il faudrait que la moitié de ces nordestins meurent de faim parce que comme ça, Lula ne serait pas élu. Il faut les renvoyer chez eux, il faut séparer le nord-est du reste. Il y a vraiment de la haine, non seulement de Lula, mais des nordestins, il y a dans le sud. Oui, c'est pas qu'une division politique finalement, ça exprime aussi une réelle division au sein du Brésil. Tout à fait, et je sais pas, j'ai pas cherché, on m'a pas envoyé des choses un peu fanatiques dans l'autre sens, il doit y en avoir aussi, mais là quand même j'étais
tout à fait étonné dans un pays qui est connu pour sa cordialité, sa gentillesse, toutes sortes de choses. Là, c'était vraiment de la haine à l'état pur. Alors, Hervé Terry, les Brésiliens n'ont pas voté seulement pour le président dimanche. Il y avait aussi notamment des élections législatives et des élections pour les gouverneurs. Le parti de Jair Bolsonaro a raflé 99 sièges au Congrès. C'est 3 fois plus qu'aux dernières législatives il y a 4 ans. Ça veut dire quoi, Hervé Terry? Même si Lula l'emporte, il sera empêché dans sa politique par le poids des bolsonaristes au Congrès? Ce sera un obstacle. Alors, il faut dire aussi que la dernière fois, il n'y en avait quasiment pas de bolsonaristes. Il a démarré de zéro. Donc, le fait qu'il ait augmenté autant n'est pas tout à fait significatif. Ceci dit, cette fois-ci, il a une base. Mais vous dites 99, ils sont 600, si je me rappelle bien. Donc, c'est pas la majorité. Et la majorité, c'est ce qu'on appelle le Centrão, le gros parti central, qui, en fait, lui, est à vendre au plus offrant. Et donc, si Lula gagne, je suis persuadé qu'ils vont se rallier comme il l'avait fait de son temps, en y mettant le prix. La cause de l'anti-Lula, c'était l'anti-lulisme, c'était la corruption. Et la corruption n'était pas tellement personnelle, c'était une corruption pour acheter les partis centraux corrompus. Et donc, effectivement, ce qu'a fait Bolsonaro pendant son mandat, après avoir dit pique-pendre de ces groupes centraux, il les a cooptés en mettant le prix. Et donc, ils sont en position d'attente. Ils iront certainement se rallier à celui qui gagnera. La nouveauté, c'est qu'il a un bloc maintenant au Sénat. Il a pas mal de sénateurs, et là, c'est vraiment des gens idéologiquement très proches de lui, beaucoup d'anciens ministres. Et donc là, il peut faire beaucoup de dégâts, par exemple, en pesant sur les choix de la Cour suprême, du tribunal supérieur, de la Cour suprême, oui. Et donc là, ça peut peser lourd sur des questions comme aux États-Unis, c'est vraiment à l'image de Trump, et même faire l'impeachment des juges qui, pour l'instant, ont été ceux qui ont réussi à contenir le mieux les excès du bolsonarisme. 6 millions de voix d'écart entre les deux candidats, entre Lula et Bolsonaro. Lula reste le favori, Hervé Terry, ou bien la dynamique électorale est favorable à Jair Bolsonaro quand on voit le bond finalement qu'il a fait entre ce que les sondages annonçaient et la réalité du scrutin dimanche soir? On ne sait pas s'il y a une dynamique. En fait, il y a eu une erreur et on a corrigé. Oui. C'est-à-dire qu'il a monté entre-temps. Il y a probablement un peu l'effet du vote utile dont je parlais. Mais si on regarde en termes de dynamique dans les sondages, c'était plutôt stagnant. Simplement, alors parce que là, on a l'impression qu'il est monté d'un coup de 35, 37 à 43. C'est pas du tout évident. C'est peut-être simplement, c'était mal calculé. Et maintenant qu'on compte des votes et non pas des intentions, c'était différent. Oui, pas de dynamique électorale, mais une erreur des sondages finalement qui a abouti aux chiffres qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée était répandue, vous l'aviez, et moi je l'ai entendu aussi, effectivement, ah tiens, ça a monté. Non, ça n'a pas forcément monté. Mais dans le monde où on est, l'impression qu'on donne et la représentation qu'on a peut peser. Effectivement, beaucoup de gens se disent, ah bon, puisqu'il a monté, je vais le rejoindre, même si c'est faux. Le report des voix, Hervé Terry, est-ce que ça marche au Brésil? Et ce sera ma dernière question d'après les dernières expériences politiques dans le pays. Est-ce que si les deux petits candidats qui sont arrivés derrière Lula et Bolsonaro appellent à voter pour l'un ou pour l'autre, est-ce que ça peut avoir une réelle incidence? Est-ce que les électeurs continuent d'écouter leurs candidats? Oui, assez largement, d'autant plus que là, il n'y a pas beaucoup. À eux deux, ils ont 7 et il faut 1,5. Ouais. Donc, avec une partie, ça peut suffire. À supposer que les gens votent au deuxième tour comme au premier, ce qui n'est pas absolument évident. Mais plutôt, et franchement, les gens qui étaient pour Simone Tebet et Ciro Gomes sont plus du côté de Lula que du côté de Bolsonaro, qui a vraiment, lui, ramassé tout ce qu'il pouvait déjà, avec les gens qui sont franchement pour lui et ceux qui se sont ralliés à lui en vote utile, je pense. Le deuxième tour aura lieu à la fin du mois d'octobre, le 30 octobre. Merci beaucoup Hervé Terry d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, géographe et professeur à l'université de Sao Paulo. Très bonne journée à vous.